Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Une vidéo en débrief de la soirée inaugurale qu'on vient de vivre. Et c'était une soirée inaugurale complètement improbable parce que l'excitation de retrouver la NBA, de retrouver la saison régulière, a immédiatement fait place à la consternation de voir Gordon Hayward s'écrouler et se fracturer la jambe après avoir passé seulement 5 minutes sur le parquet avec un maillot des Celtics. Une soirée qui, au-delà de ça, aura aussi été sportivement un peu improbable, avec 2 matchs qui se finissent au buzzer, avec pratiquement 2 hold-up des deux côtés, avec un arbitre qui se casse une côte dans le match entre les Rockets et les Warriors. Bref, ça dépassait l'entendement. La soirée qui dépassait l'entendement. Évidemment, suite à la blessure très très grave de Gordon Hayward, beaucoup de questions se posent sur l'avenir de ces Boston Celtics. Est-ce qu'il faut déjà les enterrer? Est-ce qu'ils peuvent quand même rebondir? Est-ce que ça peut rester une place forte de l'Est? C'est ce qu'on va essayer de voir. C'est ce qu'on va essayer d'analyser dans cette vidéo. L'objectif, c'est pas d'essayer de lire dans une boule de cristal. J'adorerais pouvoir le faire, mais j'en suis bien incapable, mais c'est d'essayer d'explorer les différentes pistes et les différentes solutions, les différentes projections qui s'offrent à cette équipe des Boston Celtics. Alors, avant le début de la saison régulière, j'ai fait une vidéo sur les 5 choses à suivre durant cette saison 2017-2018. Il y a 2 des 5 choses que j'ai pris en pleine face dans cette première journée de saison régulière NBA. La première, je vous le disais, c'était effectivement de suivre cette équipe des Celtics qui a fait le pari de complètement se changer, se renouveler pour réattaquer la saison prochaine et essayer d'être plus fort que l'équipe qui avait fait les finales de conf. J'en aurais eu pour mon argent, puisque l'une des recrues majeures de l'été du côté des Celtics sera vraisemblablement indisponible pour toute la saison à venir. Et de l'autre, je vous avais dit, surveiller la nouvelle règle des temps morts dans la NBA, parce qu'on en a très très peu parlé, mais cette règle, elle peut pour moi énormément changer de choses dans les fins de match serrés. Et on a eu 2 fins de match à suspense, et si on s'intéresse au match entre les Celtics et les Cavaliers, on a des Celtics qui durant tout le 4e quart-temps ont été en contrôle, c'est-à-dire qu'ils étaient devant, ils menaient, et on s'échangeait panier pour panier, et puis dans les toutes dernières minutes, les Cavs ont passé un 7-1, les Celtics n'ont pas très très bien exécuté en attaque, pas spécialement bien défendu, et ils ont perdu le match comme ça sur le fil. Et justement, cette nouvelle règle, on l'a vécu de plein fouet dans cette fin de match, parce que sur les 3 dernières minutes de la rencontre entre les Celtics et les Cavs, rencontre qui était très 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 serrée, on était dans un match à une possession sur toutes ces 3 dernières minutes, il n'y aura eu que 2 temps morts utilisés au total par les 2 équipes, donc un temps mort chacun. Et ça a été particulièrement symptomatique à ce moment-là précis du match. À 1:19 de la fin, ça ne s'affiche pas encore ici sur le petit synthé, mais à ce moment-là, les Cavs passent devant. Ils viennent de mettre un panier, ils passent devant, et il reste 1:19 à jouer. Et Brad Stevens, vous voyez, il fait signe à ses joueurs de ne pas demander temps mort. Parce que Brad Stevens, il se dit, je n'ai que 2 temps morts en fait en banque. Donc ces 2 temps morts, si jamais ça se joue vraiment dans les tout derniers instants, il faut que je puisse les garder pour remonter la balle, essayer de jouer la gagne au buzzer. Donc ça a complètement changé la donne, parce que l'année dernière, à ce moment-là précis du match, Brad Stevens, il demandait temps mort. Il demandait temps mort, les Celtics avançaient la balle mi-terrain et il y avait un ATO et ils auraient pu essayer de repasser devant. Là, ils l'ont joué dans la continuité, ça a ouvert une situation où le ballon a été dans l'aile pour Tatum et Tatum a perdu la balle. Ça a été une turnover. Et
en toute fin de match, eh bien, les Celtics ont choisi de faire, et c'est ce que je vous disais, il va y avoir plein de play-on. Les Celtics auraient pu utiliser un temps mort, ils ne l'ont pas fait. Ils ont été en play-on, et ça a fini sur un tir manqué à 3 points de Jaylen Brown, et un rebond offensif et un tir à 3 points manqué de Kyrie Irving. Et c'est exactement la même chose du côté du match entre les Rockets et les Warriors. On a eu globalement une fin de match plaisante à voir jouer parce que ça n'a pas été complètement et tout le temps interrompu par des temps morts. Ça a été des play-on et le destin du match a vraiment été entre les mains des joueurs plus qu'entre les mains des coachs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des AT ou des after timeout qui ont permis aux équipes de scorer. C'est ce qui s'est passé du côté des Cavs. Ils ont demandé un temps mort et derrière ils ont mis une petite séquence en place. James a été servi au poste bas, il renverse sur Kevin Love qui marque à 3 points, c'est ce 3 points là qui est le tournant du match. Mais voilà, on aura pris du coup ces deux choses que je vous avais invité à suivre dans cette saison, on les aura pris de pleine face dans cette première journée de NBA. Et maintenant, que vais-je faire comme se demandait Gilbert Bécaud? Eh bien, quel avenir pour ces Celtics? Est-ce qu'il faut désormais les enterrer parce que eh bien, le Big 3 des Celtics devient un Big 2? Ou est-ce qu'à contrario, les Celtics en ont encore sous la pédale pour eh bien, rester compétitifs dans la conférence Est? Fondamentalement, immédiatement, les Celtics vont pouvoir bénéficier d'une Disable Player Exception. Une Disable Player Exception, c'est quoi? C'est la possibilité de recruter un autre joueur, donc un nouveau membre de l'effectif des Celtics, dont le salaire pourra représenter soit 50% du salaire du joueur blessé, soit la mid-level exception pour les équipes non-tax players. Donc, ça fait une enveloppe de 8,4 millions. C'est la plus petite somme des deux. Donc on choisit entre 50% du salaire du blessé ou la mid-level exception des non-tax players, des équipes qui ne payent pas la taxe de luxe. Et la plus petite somme des deux fait office d'enveloppe qui est mise à disposition de l'équipe. Ça ne compte pas dans le salary cap, ça ne compte pas dans le calcul de la taxe de luxe. C'est une petite enveloppe qui existe, mais on fait comme si elle n'existait pas. Alors la NBA doit valider, mais vraisemblablement ils valideront dans le cas de Gordon Hayward parce qu'il va manquer, je pense qu'il va manquer toute la saison, il va manquer entre 6 et 8 mois, je pense pas qu'ils vont le relancer dans la bataille pour les playoffs, donc Hayward il va manquer toute la saison. Donc les Celtics ils vont avoir 8,4 millions en compensation pour recruter un autre joueur. Alors c'est bien beau d'avoir 8 millions, c'est une belle somme, mais c'est pas comme s'il restait des joueurs calibre All-Star en attente d'un contrat. Fondamentalement, je pense que les Celtics ils vont recruter un extérieur, un ailier ou un arrière, parce que la rotation à l'intérieur, elle n'est pas chahutée par l'absence de Hayward. La rotation intérieure, elle était déjà prévue, et je pense pas que les Celtics, même s'ils auraient besoin d'un pivot bûcheron peut-être en plus, ils ont fait le pari de ne pas en avoir, de jouer petit. Ils ont Aaron Baines, mais à part Aaron Baines, ils ont fait le pari de pas forcément en avoir. Il y a Tice, ok, mais c'est un rookie, il va pas peser dans la rotation. Donc ils vont se tourner, je pense, vers un arrière ou un ailier pour avoir eh bien, une rotation qui fondamentalement ne change pas, même si évidemment l'absence de Hayward va remodeler le 5, mais pour avoir dans l'ensemble des rapports de force qui sont respectés. Alors qui c'est qui reste? Eh bien, il reste pas grand monde. Il reste pas grand monde. Il reste éventuellement un Barbosa, un Matt Barnes, un Anthony Morrow. Voilà des joueurs qui éventuellement pourraient être intéressants pour ces Celtics et s'intégrer dans le dispositif de l'équipe en place. Mais ça, c'est une parenthèse. Et c'est pas un de ces trois joueurs-là qui va faire oublier Hayward et qui va compenser son absence. L'avenir des Celtics appartient à la jeunesse de l'équipe. Et le futur niveau de cette équipe de Boston, sans Gordon Hayward, va énormément dépendre de l'apport et du rendement de ces quatre joueurs-là. De Smart, de Rozier, de Brown et de Tatum. C'était déjà des joueurs qui, en présence de Gordon Hayward, étaient importants et dont
et dont le succès des Boston Celtics dépendait énormément. Et bien là, c'est plus que jamais vrai. Parce qu'ils vont avoir un petit peu plus de temps de jeu chacun en cumulé. Ils vont avoir un petit peu plus de responsabilités chacun en cumulé, plus de tickets tir, plus de responsabilités en attaque. Et si les Celtics veulent quand même s'en sortir, quand même jouer les coudes, eh bien il faut que ces joueurs-là répondent présent. Marcus Smart, cet été, il n'est pas parvenu à un accord avec les Celtics sur une renégociation de contrat, sur une extension. Donc, il veut, durant cette saison régulière, prouver qu'il est un bon joueur, qu'il est indispensable. Il veut faire monter sa cote au maximum pour décrocher un gros contrat à l'été 2018. Eh bien, il aura encore plus de responsabilités avec l'absence de Gordon Hayward. Donc, effectivement, à lui de se mettre en valeur. Idem pour un Rosier. Brown et Tatum, c'était effectivement deux jeunes joueurs de l'équipe sur lesquels les Celtics comptaient également beaucoup, eh bien, ils vont avoir effectivement les tickets tirs, entre guillemets, de Gordon Hayward. Donc à eux de les convertir et de porter l'attaque des Celtics, tout en défense, assurant je dirais pas un service minimum, mais assurant un service maximum, justement. Et dans le match inaugural, eh bien, on a vu effectivement que ces deux jeunes joueurs-là, eh bien, ils ont réalisé une performance solide. Tatum est en double-double, il est à 50% de réussite au tir. Jaylen Brown a raté pas mal de tirs, notamment des tirs à 3 points complètement ouverts, qui auraient pu faire basculer le match à la fin, mais au-delà de ça, en défense et dans son intensité, dans son apport, il a été pas mal. Et on a vu finalement que ces deux-là, eh bien, ils ont pu tenir la boutique. Donc, l'avenir des Celtics, le niveau des Celtics sur la saison 2017-2018 sans Gordon Hayward dépend de ces jeunes joueurs-là. Parce que des Horford, des Marcus Morris, des Aaron Bates, on sait ce qu'ils vont apporter. Okay, ils ont un passif de titulaire, on sait très bien ce qu'ils vont apporter. Donc c'est assez facile de se projeter sur eux, mais le facteur X, c'est la jeunesse, c'est ces jeunes joueurs-là, et c'est ce qui peut faire la différence. S'ils sont au niveau, les Celtics peuvent rester compétitifs. S'ils ne sont pas au niveau, qu'ils ont un rendement inférieur à la moyenne, eh bien, dans leur sillage, parce qu'ils auront beaucoup de minutes, ils feront, entre guillemets, couler un petit peu l'équipe des Celtics. Après, quand je vous dis les Celtics restent compétitifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire arracher entre 45 et 50 victoires. Dans mes projections, dans mes vidéos d'analyse intersaison sur les Celtics, je vous avais dit, ils seront vraisemblablement, en fonction de différents scénarios, entre 50 et 55 victoires. Évidemment qu'ils sont moins forts avec Hayward, on ne va pas se raconter des histoires, mais ils peuvent arracher 45-50 victoires, donc rester avec l'avantage du terrain au premier tour des playoffs, par exemple. C'est pas à exclure. Mais ça dépend du rendement de ces jeunes joueurs-là. Sur le match 1, justement, vous voyez qu'ils ont cumulé 23 sur 57 au tir, ces 4 joueurs-là. Ils tentent 57 tirs. Ils tentent 57 tirs, c'est pratiquement 65% du volume de tirs tentés au total par cette équipe des Celtics. Donc quand je vous dis qu'ils vont avoir du poids, ils vont vraiment en avoir. Donc les Celtics comptent vraiment sur eux. Au-delà de ça, Kyrie Irving devient incontestablement l'option numéro 1 de l'équipe en attaque. Et je vous avais dit, toujours dans ma vidéo analyse intersaison, Irving, bien coaché par Brad Stevens, eh bien, il peut se transcender. Il peut franchir encore un palier, alors qu'il était déjà très très fort aux Cavs, franchir un palier en augmentant ses capacités de playmaking, en augmentant son impact offensif, en étant plus adroit, en étant plus efficace dans sa sélection de tir, etc. Donc Kyrie Irving va avoir encore plus de responsabilités, encore plus de tickets tir, c'est ce qu'il voulait, à lui effectivement de confirmer et de se mettre en mode Kyrie Irving MVP, comme Isaiah Thomas était en mode MVP la saison passée. Alors ce qui est très intéressant, même si ça n'est qu'un seul match, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais ce qu'on a vu dans ce match peut toujours donner des indications. C'est un peu comme la paléontologie, vous voyez un tout petit truc, un tout petit os, et vous imaginez un mammouth de 20 mètres. Eh bien, on peut faire un petit peu les mêmes projections, même s'il est encore très très tôt, on le confirmera par la suite. Mais dans ce match 1,
Kyrie Irving, quand il a été sur le terrain, il était pratiquement à 43% de passes décisives. Ça veut dire que pratiquement une passe sur deux générée par l'attaque des Celtics était générée par Kyrie Irving. Il était qu'à 30% la saison passée du côté des Cavs. Forcément, il y avait un James en playmaker sur le terrain, mais du coup, le Kyrie Irving en playmaking qui crée pour les coéquipiers, on l'a vu sur ce match 1. Il fait 10 passes décisives, il perd que 2 ballons, donc il a eu une très belle efficacité avec la balle en main. Et autre chose qui est pour moi très importante, Kyrie Irving qui finit pratiquement à 50% sur le match, il finit à 47%, mais s'il ne prend pas le dernier tir à 3 points très compliqué au buzzer, il finit à 50% de réussite. 62%, 5 sur 8, de ces paniers qui ont été marqués sur ce match ont généré une passe décisive. La saison passée, seulement 30% des paniers marqués par Kyrie Irving généraient une passe décisive à un coéquipier. Donc on a commencé à voir, et ça je vous avais dit dans ma vidéo sur l'intersaison, regardez ça de près, ça va être très intéressant pour le développement de Irving. On a commencé à voir le Irving qui existe dans une attaque collective, et on commence à voir s'éloigner le Irving des Cavs qui n'existait qu'en isolation, qu'en solo, et qui parfois semblait coupé de l'attaque des Cavs. Et ça c'est vraiment très intéressant, donc ça sera confirmé dans la durée. Mais pourquoi je vous dis que c'est très intéressant? Parce que quand vous existez dans une attaque collective, eh bien il y a des moments où les coéquipiers vous mettent en valeur en vous offrant des opportunités de panier clé en main, de panier complètement ouvert que vous n'avez jamais tout seul sur une isolation, parce qu'il vous faut à chaque fois vous créer votre propre tir. Donc où je veux en venir, cela peut permettre à Kyrie Irving de progresser encore dans l'efficacité offensive et dans son sillage, avoir un très bon rendement, un vrai impact sur le terrain et porter son équipe. Pourquoi pas imaginer un Kyrie Irving à 27, 28, 29 points par match, à 50% de réussite au tir. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans ce match 1, il a été qu'à 21% de taux d'usage. Ça veut dire que quand il a été sur le terrain, il n'a absolument pas forcé. Il a joué pour les coéquipiers et il a pris ce que l'attaque lui donnait. Donc ça va être aussi à suivre. C'est un point qui est vraiment intéressant, mais comme les jeunes joueurs tout à l'heure, si les Celtics veulent espérer rebondir malgré effectivement la terrible nouvelle du match 1, eh bien ça doit passer par un Kyrie Irving qui est en mode MVP. Donc beaucoup de tickets tir, de l'efficacité, et dans son sillage, je fais gagner mon équipe et j'essaye de défendre un petit peu. Maintenant, quelle rotation? Quelle rotation pour cette équipe de Boston, sachant que Gordon Hayward n'est plus là? Eh bien, à mon avis, les Celtics vont introniser dans le 5 Marcus Smart. C'était déjà le cas la saison passée quand Avery Bradley avait été blessé. Les Celtics avaient par intermittence inséré Jaylen Brown ou Marcus Smart en remplacement de Avery Bradley. Donc je pense que Bradley du côté des Pistons, non, on ne s'intéresse pas à lui. Je pense que Smart va intégrer le 5 et que les Celtics vont rester dans un front de courte avec cette ossature-là qui me paraît tout à fait solide, ou au pire en intégrant Marcus Morris dans le 5, et on a un Tatum qui arrive en sortie de banc. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi à mon avis ce 5-là est le plus pertinent? Parce que ça permet du coup d'avoir en sortie de banc un meneur, un arrière si vous voulez, un ailier et un intérieur. Et on a les 3 postes que Brad Stevens chérit tant, qui arrive dans la rotation, dans une rotation, on va dire à 8, il y aura plus que 8 joueurs sur la feuille de match, mais on va dire il y aura 8 joueurs majoritairement avec des minutes sur le terrain, et je trouve que c'est cohérent. Après Smart, il n'est pas très grand, il fait 1m93 ou 1m91, mais il est lourd, il est en muscle, il est en tonicité, c'est un petit pitbull. Et dans la NBA, n'oubliez jamais que c'est pas forcément la taille. Les mismatchs ne se font pas forcément sur la taille, mais ils se font surtout sur le poids. Et on a vu Smart dans le match 1 aller poster dos au panier un Kyle Korver, et Korver ne pouvait pas défendre sur lui. Korver n'est pas un super défenseur, mais on l'a vu aussi essayer de poster un Shumpert, un J.R. Smith, et ça passait. Donc c'est pas déconnant, c'est pas une ligne arrière de grande taille, mais ça peut matcher dans ce système-là de nouvelles rotations mis en place par cette équipe des Celtics. En conclusion,
eh bien, j'arrive à la même conclusion que celle que je vous donnais à la toute fin de ma vidéo bilan sur l'analyse intersaison des Celtics. Je vous disais, l'arrivée de Kyrie Irving permet aux Celtics d'avoir du temps et permet aux Celtics d'utiliser l'année 2018 comme une année de transition. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait aucune attente sur l'année 2018, mais ça veut dire que du côté des Celtics, on ne cherchait pas forcément à vouloir tout gagner tout de suite en 2018. On mettait les bases en place d'un collectif pour 2018 et on espérait des grands rendez-vous sportifs et des performances en 2018-2019. Eh bien, c'est plus que jamais vrai. Là, c'est plus que jamais vrai. 2018 devient une année de transition, devient une année où on continue à développer Brown, Tatum, Smart, Rosier. On intègre Kyrie Irving, on en fait vraiment un franchise player. Et maintenant, on travaille déjà pour 2018-2019. Donc, le processus, quelque part, il reste le même, c'est juste que, eh bien, on a une pièce majeure du dispositif qui disparaît et qu'il faudra réintégrer par la suite, mais fondamentalement, le dispositif mis en place reste pour moi le même. Donc, il ne faut pas enterrer tout de suite les Celtics, je pense que l'équipe est suffisamment bien coachée, a suffisamment de ressources, surtout offensive, mais aussi défensive, pour eh bien, réaliser une saison encore somme toute correcte. Ça dépend de beaucoup de facteurs qu'on a évoqués, notamment le rendement des jeunes joueurs et eh bien, l'éclosion ou pas de Kyrie Irving dans un nouveau registre. Mais n'enterrons pas les Celtics trop vite. Voilà où je veux en venir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner le titre, ça ne veut pas dire qu'ils seront en finale, ça ne veut pas dire qu'ils seront en finale de conf, qu'ils vont battre les Cavs, mais ne les enterrons pas trop vite parce que y a un petit peu plus. Il y a un petit peu plus, je pense, que simplement une addition de superstars dans cette équipe des Boston Celtics. Je finis sur une petite parenthèse. Les nouveaux maillots Nike, je les trouve vraiment fragiles. Je les trouve vraiment fragiles parce que si sur le premier match de la saison régulière, ça commence à se déchirer, qu'est-ce que ça sera en play-off? Les mecs vont finir torse nu. Allez, merci de votre fidélité. On finit sur une petite touche d'humour pour une actu sur une journée 1 assez lourde et chargée émotionnellement. Merci de votre fidélité et bon match à tous.